Merci à vous et nous accueillons donc maintenant Nathalie Pignard-Chenel et Lara Van Dievoet de l'Académie du journalisme et des médias qui vont nous présenter d'autres questions entre les humains et les nouvelles technologies et les nouveaux contextes dans lesquels on vit aujourd'hui et donc les premiers résultats de l'expérimentation Facebook 2018. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va essayer de faire assez rapide parce que je crois qu'on a pris déjà un petit peu de retard. Donc nous allons vous présenter effectivement la deuxième édition en fait de l'expérimentation Facebook. Donc peut-être pour ceux qui étaient déjà l'année dernière à Metz pour la journée Arpège, vous connaissez déjà un petit peu le principe, mais je vais le réexpliquer assez rapidement. Et puis donc Lara et moi nous présentons aujourd'hui ces résultats, mais nous devons aussi citer Olivier Standard qui est dans la salle et Loïc qui ont participé également à cette expérimentation pour l'encadrement. Alors le questionnement en fait autour de cette expérimentation, il est né un peu de la philosophie que l'on partage dans nos formations, qui est de non seulement former nos étudiants à des savoir-faire, à des compétences, et notamment à des compétences liées à l'usage des réseaux sociaux, mais également de leur permettre d'avoir un recul critique, une connaissance assez fine des enjeux qui permettent donc le fonctionnement de ces plateformes. Et donc, ce que nous souhaitions, en fait, c'était, il y avait 3 objectifs, leur faire vraiment prendre conscience par ce qu'on appelle le learning by doing, donc vraiment en l'expérimentant eux-mêmes, quel pouvait être le poids de l'algorithme dans l'accès à l'information, parce que pratiquement tous nos étudiants utilisent les réseaux sociaux et notamment Facebook, enfin peut-être un petit peu moins maintenant, mais l'année dernière c'était encore assez fort. Mais ils vont également être amenés en tant que journalistes à utiliser ces plateformes pour diffuser leur contenu. Et puis enfin, on voulait aussi amener une dimension, une démarche systématique, itérative, c'est-à-dire les faire travailler par jeu d'hypothèses à vérifier et tout au long des 4 semaines de l'expérimentation qu'ils puissent avancer dans cette démarche un petit peu proche de la démarche scientifique. Alors nous avons déjà fait, je le disais l'année dernière, cette expérimentation à Neuchâtel, donc avec les étudiants de la JM. Et puis, en discutant avec nos collègues d'Arpège, il nous a semblé que c'était une belle opportunité pour faire un premier projet pédagogique commun aux 3 formations. Et donc, cette année, nous avons travaillé avec 48 étudiantes et étudiants des 3 formations pendant 4 semaines sur cette expérimentation que je vais expliquer un tout petit peu plus en détail. Ce qui nous intéressait cette année, c'est que nous l'avons fait en février-mars. Donc, on était juste après l'annonce du changement d'algorithme de Facebook qui était un peu un chamboulement pour les médias. Et évidemment, ça nous intéressait de vérifier si on voyait déjà, si on avait quelques résultats qui émergeaient par rapport à ce changement. Plus en détail, l'expérimentation donc a duré 4 semaines. L'année précédente, c'était 6 semaines, c'était un petit peu long. Donc là, on a travaillé sur 4 semaines. Le principe, en fait, c'est que nous avons demandé à nos étudiants par groupe de créer des comptes fictifs, créés donc pour l'occasion, et qui, à chaque compte, en fait, correspondait à un profil que Lara va vous présenter juste après. Donc nous avons ces 18 comptes fictifs et tous ces comptes ont été abonnés à une même liste de 50 pages médias. L'objectif, in fine, c'est après 4 semaines d'action quotidienne des étudiants qui se plongeaient donc dans la peau du profil du compte qu'ils avaient choisi, en faisant des likes, des partages, des commentaires, etc. Au fil du temps, c'était de voir comment leur fil d'actualité, le fil d'actualité de ce compte évoluait et comment l'algorithme avait une connaissance de plus en plus fine de leur comportement et leur proposait des contenus très spécifiques au profil qu'ils avaient choisi ou pas. Très régulièrement, donc, on faisait des points avec les étudiants pour justement, en leur demandant même d'enregistrer en format vidéo leur newsfeed et puis le fil d'actualité et puis de le consigner dans un tableau Excel pour avoir une approche un petit peu objective des résultats. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'était qu'ils puissent échanger entre les groupes
puisque pour chaque profil, il y avait 3 groupes, chaque profil type, et il y avait évidemment un groupe, enfin au maximum un groupe, on a essayé dans chaque formation, pour qu'il puisse aussi y avoir cet échange au sein de la communauté arpège, si je puis dire. Voilà, je sais pas si bien. Ouais. Donc, on est parti sur 18 comptes Facebook différents, mais répartis en différents thèmes. Alors, donc Nathalie l'a dit, trois groupes par thème. Les 3 premiers groupes ont travaillé sur les élections russes et ont dû faire d'une part un compte pro-Poutine, un compte qui s'intéressait à tout ce qui soutenait les opposants et un compte qui se voulait neutre mais très intéressé par les élections russes. Donc en différentes phases, ils ont commencé par liker des contenus, y réagir, s'inscrire dans des groupes, etc. Et donc façonner finalement un profil qui avait une identité assez forte pour voir si les contenus que proposait Facebook après ça étaient en adéquation avec le profil qu'ils avaient construit pour le personnage qu'ils incarnaient par groupe de 3. Donc le deuxième groupe s'intéressait, les 3 groupes suivants s'intéressaient à l'information locale, et là c'était à la fois à Louvain-la-Neuve, à Metz et à Neuchâtel, liker des contenus des médias donc locaux, et ils ont essayé de comparer dans les 3 localités si la réaction de Facebook était la même. Les 3 groupes suivants ont travaillé sur des contenus qu'on a appelés émotionnels, donc buzz et plus légers finalement, mais toujours liés à l'information, pour voir si les pages médias, les contenus des pages médias qu'ils voyaient étaient en adéquation avec ce profil-là. Puis les informations vraiment virales pour les 3 buzz plutôt, encore plus pour ces 3 profils suivants. Puis des informations alors vraiment conspirationnistes et fake news, et vraiment des médias identifiés comme tels que les étudiants ont été likés, sur lesquels ils ont été commentés, etc. Et puis finalement des profils qui ne montraient aucun intérêt pour l'actualité, et qui par exemple likaient des photos d'animaux ou partageaient des contenus de leur vie privée fictive du personnage qu'ils incarnaient, etc. Mais donc aucune interaction avec des médias pour voir s'ils allaient quand même avoir des contenus médiatiques sur leur fil d'actualité ou pas. À côté de ça, chaque équipe encadrante a créé un compte contrôle, comme on l'a appelé, qui n'interagissait avec personne et qui n'a rien fait pendant la durée de l'expérience, simplement pour avoir une base comparative. Alors, l'expérimentation s'est déroulée en 4 phases. On est parti sur des hypothèses, et les étudiants ajoutaient chaque fois des actions supplémentaires à celles qu'ils avaient déjà faites. Donc, dans un premier temps, ils ont uniquement publié des statuts. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ils n'avaient pas encore d'amis. On n'avait pas encore ajouté les autres profils de l'expérience à leur liste d'amis. Aucun ami, mais simplement des statuts, éventuellement des hashtags. On a voulu voir ce que ça produisait comme conséquence sur leur fil d'actualité. Ils avaient déjà ajouté tous les 50 pages. Ils avaient déjà liké 50 pages médias identiques à ce stade-là. Ils ont ensuite commencé à partager des contenus médiatiques. On a commencé à se demander si les thématiques, les médias avec lesquels ils interagissaient avaient une influence sur ce qu'ils allaient voir finalement dans leur fil d'actualité. Puis dans la 3e phase, on s'est vraiment intéressé au cœur de cette expérience qui était vraiment liée aux dernières annonces de Facebook sur le poids des amis dans le fil d'actualité, qui allait, selon ce qu'annonçait Facebook, avoir plus d'influence que les médias ou les pages de marque. Et donc ça, on a voulu vraiment comparer si les contenus que les amis qu'ils avaient ajoutés à ce stade-là prenaient plus de place, avaient plus d'ampleur que les 50 pages médias qu'ils avaient likées en début d'expérience. Et puis, pour la dernière phase, ils avaient le choix entre 2 hypothèses. Soit les étudiants testaient des fonctionnalités de Facebook comme les stories et Messenger pour voir si ça avait un impact sur les contenus qu'ils allaient voir, ou ils essayaient de tester s'il y avait une réversibilité de leurs actions. C'est-à-dire que par exemple, un profil conspirationniste qui avait liké uniquement des contenus liés à ça pouvait, en ayant des actions complètement différentes, transformer son fil d'actualité, puisqu'ils avaient
constaté qu'il y avait vraiment un impact du profil qu'ils avaient construit, est-ce qu'on pouvait désapprendre à Facebook qui on était finalement pour changer le contenu de son fil d'actualité? Ou est-ce que si on a liké uniquement des contenus buzz et qu'on avait finalement plus que ça après 3 semaines, si on commence à ce moment-là à s'intéresser uniquement à l'actu locale, est-ce qu'on peut retourner ce qu'on a appris à Facebook? Est-ce qu'on peut avoir une influence de ce type-là? Donc ça, c'était la dernière phase de l'expérience. Alors, les premières observations qu'on a à ce niveau-là, c'est notamment que les statuts n'ont pas tellement d'influence sur le contenu, malgré les hashtags. Ça a très peu d'influence sur ce qu'on voit finalement, dans un premier temps, sur la sélection de Facebook. Par contre, la confirmation la plus forte de cette expérience, c'est vraiment le poids des amis qui est plus important que celui des pages médias, ce qui était annoncé et qui inquiète d'ailleurs certains médias, comment garder une visibilité dans le fil d'actualité si on n'a plus ce poids-là et si on a finalement payé pour apparaître dans le fil d'actualité. Clairement, les contenus partagés par les amis avaient énormément de poids. On a constaté une réversibilité qui était partielle, mais elle semble plus importante quand on passe d'un profil dit sérieux un profil buzz, donc on arrive très facilement à remplir son mur d'actualité de contenus buzz, viraux, etc. L'inverse est plus compliqué. Donc pour ceux qui avaient des profils très forts buzz ou conspirationnistes, par exemple, revenir à de l'info locale ou à de l'info uniquement, c'était beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est évidemment intéressant de le constater pour des étudiants en journalisme. Et puis, quelque chose de plus anecdotique, mais qui ne l'est pas tellement, on a remarqué que cette année-ci, par rapport à l'année précédente, la vérification des profils par Facebook était beaucoup plus importante, qu'il y avait probablement une méfiance et une attention accrue pour les faux comptes, et que les renforcements de la sécurité, notamment en demandant les numéros de téléphone des étudiants à partir de 2 ou 3 connexions, une grande partie des comptes ont été bloqués, ça a posé certains problèmes dans certains groupes, notamment les comptes dits conspirationnistes ont été bloqués. Voilà, on n'a pas toujours pu déterminer si c'était parce que les étudiants s'étaient connectés à des endroits différents trop rapidement ou de plusieurs ordinateurs différents simultanément, etc. Mais on a remarqué qu'il y avait une vérification beaucoup plus importante et que si on mettait un numéro de téléphone qui était déjà lié à un autre compte Facebook, c'était pas possible non plus, etc. Donc ils essayaient vraiment de vérifier leur identité. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans les résultats, mais je pense qu'on a fait le tour. On va passer à la phase des questions si dans la salle. Bonjour, Marie, donc on est collègues à la JM. Moi, j'avais juste une question concernant cette réversibilité. Enfin, tu avais dit que c'était plus compliqué d'avoir avec une page avec beaucoup de sites LOL ou de divertissement et puis de repasser à un fil plus sérieux. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors cette complexité? Est-ce que c'est le fait que justement ces pages sont beaucoup plus proactives pour rester en visibilité, ça veut dire peut-être payer pour rester, enfin ce genre d'éléments? Est-ce que vous avez peut-être des pistes là-dessus par rapport peut-être à des médias plus classiques qui auraient plus de difficultés à se remettre sur le fil d'actualité? On ne peut émettre que des hypothèses. Par contre, je pense que c'est des profils qui étaient très marqués, peut-être plus précis que d'essayer de dire à Facebook je m'intéresse à ce type-là de sujet. Ces contenus-là sont très liés à certains médias et comme tu le dis, qui sont très actifs et qui publient beaucoup et qui donc remplissent peut-être plus aussi le mur d'actualité. Et puis, sans doute aussi que ce sont des contenus qui sont plus en phase avec l'algorithme de Facebook, en fait. Ce sont des contenus qui génèrent beaucoup d'engagement, de likes, de clics, etc. Et c'est dans la logique de Facebook de privilégier ces contenus-là plutôt que des contenus plus pointus, plus sérieux, entre guillemets. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, on le voyait encore. Peut-être que maintenant, en le faisant une année encore suivante, on verrait peut-être une différence. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir l'évolution.
Une question aussi de rentabilité par rapport du contenu, en fait, c'est de se dire... Oui, bien sûr, c'est ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. Quand je dis ça, c'est ce qui fonctionne dans l'algorithme, c'est qu'évidemment, le modèle économique derrière de Facebook, c'est de vendre de la publicité générée par ces contenus qui génèrent beaucoup d'attention, d'engagement, etc. Donc oui, bien sûr. On peut prendre une autre question si elle est rapide et que la réponse l'est tout autant. Désolé de vous mettre la pression. Sinon, on va passer à notre premier intermède cinématographique de la matinée, puisque des vidéos ont été réalisées sur les alumni de la JM. Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises, donc je vais reprendre le nom des deux réalisateurs. C'est Massimo Greco et Lauren von Beust qui ont réalisé les vidéos des alumni. Voilà, tu recliques un coup. C'est bon ? Ouais. Aïna Chalog, journal Le Temps, 6e volet. Christelle Maillard, je travaille au journal La Région Nord-Vaudois et je suis de la volée 7. Joël Régli, je suis journaliste radio à la radio RJB et puis j'ai fait les études avec la volée 8 de la JM. Marceline Michon, je travaille pour RFJ, donc Radio Fréquence Jura, et puis j'ai fait partie de la volée 9 de la JM. Pourquoi avoir choisi le journalisme ? J'ai pas vraiment choisi, j'ai l'impression que c'est venu à moi. Je crois vraiment que ça me convient pour ma personnalité, enfin je suis quelqu'un de très curieux. Le journalisme, c'est un des moyens de connaître un maximum de choses. Pour moi, c'était important d'être bien informé, d'être au courant d'un peu tout ce qui se passe. Et en fait, j'ai été complètement pris dans le truc, j'ai jamais eu le temps de me poser la question si je continue ou pas. C'était une roue qui était partie toute seule. J'adore découvrir toujours des nouvelles choses, des nouveaux éléments. Et le journalisme, c'est tous les jours ça, c'est tous les jours découvrir quelque chose. Et puis avoir cette curiosité de vouloir creuser les sujets, d'aller comprendre aussi. C'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Qu'ont dit tes proches quand tu leur as dit que tu voulais devenir journaliste ? Je pense qu'ils ont été un petit peu étonnés quand j'ai changé de voie parce que j'ai fait des études de droit d'abord, puis après j'hésitais en droit et journalisme. Quand j'ai décidé de bifurquer, ils étaient tous un peu surpris, un peu déçus je pense aussi. Une chose qui revenait très souvent, c'est comment tu vas faire avec ta vie de famille et avec... comment tu vas concilier vie privée et vie professionnelle. Quand je leur ai dit je vais faire journaliste, ils ont peut-être dit ok, pourquoi pas, on verra dans 2 ou 3 ans si tu fais toujours journaliste. Je pense qu'ils sont contents que je sois là-dedans. Comment vis-tu l'actuelle crise du journalisme ? On se dit, est-ce qu'on pourra faire notre carrière de journaliste jusqu'à la retraite ? C'est un peu la grande question. Non, avec beaucoup de rancœur, on fait tout ce qu'on peut et puis c'est pas récompensé. Non, franchement, c'est rageant. La réalisation dont tu es la plus fière en tant que journaliste. Quand j'ai fait un stage de l'AJM à Bon-à-Savoir, j'ai pu faire un reportage sur les nouvelles applications en réalité virtuelle. Puis j'ai pu faire une double page en utilisant la réalité virtuelle. C'était vraiment intéressant d'aller sur le terrain, tester les applications, puis le rendre sur papier sur 2 pages. Ça, c'était, je pense, le truc le plus high-tech et le plus cool que j'ai pu faire. Le commentaire en duo d'un match de basket en direct. Union de Châtel contre Fribourg Olympique. Fière parce que j'ai pris beaucoup plaisir à le faire. C'était la première fois que je le faisais, ça s'est relativement bien passé. La pire chose que l'on t'a dite sur ton métier ? Que je le faisais mal, évidemment, quand on dit des choses qui déplaisent ou des gens qui veulent être hyper précis et puis que nous on essaie de vulgariser, ils sont pas contents. Mais il faut pas le prendre pour ça, je crois. Journalope. C'est un peu une insulte. Il y a des gens qui aiment pas qu'on fouille dans leurs affaires. Une anecdote sur l'AJM. Le cours de journalisme d'investigation, très compliqué, vraiment galère. Plusieurs moments, on ne savait plus où on en était dans notre sujet, on avait envie de tout lâcher. Au final, un sujet qui sera réalisé par temps présent, donc une grosse fierté pour nous. On avait loué un chalet qui s'appelait La Chotte. On était un peu tous allés à Noël et c'était vraiment sympa. Je me souviens notamment du cochon pendu, mais j'en dirai pas plus. Peut-être le cadre aussi, avec les étudiants, on était quand même une bonne volée et on s'est fait plaisir, on a développé aussi un site internet, on s'est quand même bien amusé. On a reçu notre diplôme en fin d'année, on a fait un énorme selfie sur la scène, ça c'était assez cool je pense, c'est un moment fort qui va me rester à l'esprit. Un conseil pour la volée 11, Courage, persévérance, et puis surtout il faut essayer de se démarquer un petit peu. profitez des rencontres autant de vos
collègues de volley que des professeurs, des intervenants. Pas hésiter à se faire remarquer. N'ayez pas peur d'expérimenter, de vous faire plaisir, vraiment chercher le plaisir, de nouvelles choses à découvrir, des choses à développer, et puis voilà, quoi. C'est ça que j'aurais envie de leur dire.